Merci beaucoup David pour cette présentation très complète. Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir. D'autant plus heureux que l'amateur de boxe que je suis va avoir l'honneur, et non des moindres, d'arbitrer le combat dont l'affiche vous a manifestement attiré jusque dans cette salle. Alors un arbitrage intellectuel, un arbitrage philosophique, je le précise, puisqu'il va opposer ce combat deux figures idéologiques de l'époque, de poids lourds du ring politico-médiatique. J'ai nommé Olivier Besancenot et Laurence Parisot. Ces deux combattants évoluent dans la même catégorie, ceux de porte-parole de la cause qu'ils représentent, les classes populaires et les travailleurs pour le NPA de Besancenot, les chefs d'entreprise et le patronat pour l'ancienne présidente du MEDEF, Laurence Parisot. Deux figures que tout oppose, a priori, puisque l'un définit son engagement comme un combat contre l'injustice sociale et l'exploitation des masses laborieuses par le capitalisme, quand l'autre n'hésite pas à chausser les gants pour promouvoir ce même capitalisme, que quelques résidus d'acquis sociaux entravent encore, ralentissent, dans sa course effrénée à la flexibilité et à la privatisation. D'un côté, l'extrême gauche révolutionnaire de Besancenot, de l'autre, la droite du libéralisme et des entreprises de Parisot. L'ennui, c'est que le combat auquel vous vous apprêtez à assister ce soir est un combat truqué. Un combat où les coups ne sont rendus que pour mieux entretenir le simulacre de la contestation, que pour mieux stimuler le spectacle politique, afin d'offrir aux citoyens cathodiques que nous sommes un divertissement visant à détourner notre attention des enjeux profonds de la situation actuelle, et surtout, qui vise à empêcher la jonction entre les mêmes victimes de la mondialisation libérale. Un combat truqué, disais-je, vous dévoilant ainsi le générique du film dont notre société est le décor, un combat qu'il nous faut à présent analyser et disséquer si l'on veut avoir une chance d'y voir un peu plus clair dans le jeu trouble des bookmakers de la domination, prêts à tous les arrangements scénaristiques et autres effets spéciaux médiatiques pour entretenir la fragile illusion d'une histoire inspirée de luttes réelles. Car ces deux combattants évoluent, en réalité, au sein de la même écurie philosophique. Et si Baudelaire disait que la plus grande ruse du diable était d'avoir fait croire qu'il n'existait pas, je compléterai ce soir en ajoutant que la plus grande ruse de l'histoire aura été de faire croire que l'extrême gauche était réellement anticapitaliste. Je ne vous cache pas qu'il m'a fallu un certain nombre d'années pour parvenir à cette conclusion, des années au cours desquelles mon besoin psychologique de pouvoir me définir comme de gauche et a fortiori d'extrême gauche, lutter avec mon besoin, tout aussi pressant, de compréhension véritable des mécanismes à l'œuvre. Car c'est bien la nécessité psychologique pour un grand nombre de personnes de faire tenir sur leurs opinions politiques l'étiquette de gauche qui rend extrêmement difficile leur acceptation des analyses que je vais vous soumettre ce soir. Un conflit interne dont j'ai moi-même fait l'expérience, moi dont l'esprit a été forgé dans le moule idéologique des années 80, des émissions de Tifoul, des sketchs de Jamel et des affiches au BAD, il y a toujours un côté positif, de sorte qu'il me paraissait impensable à l'époque de formuler une critique à l'égard de l'extrême gauche sans aussitôt basculer dans le camp des réactionnaires, c'est-à-dire des damnés. Si je me trouve ici ce soir en compagnie de David Lépée et d'Alain de Benoît qui prendra la parole ce soir, c'est que vous l'aurez deviné, ce qui devait arriver arriva. Il a fallu que je plonge mon nez dans ce fichu livre de Jean-Claude Michéa que j'avais décidé d'acheter autant pour son titre accrocheur que parce que c'était le moins cher. Le titre de ce livre, c'est « L'enseignement de l'ignorance ». Et je dois dire que l'enseignement fut effectivement à la hauteur. Le titre absolument génial du livre résume à lui seul la thèse de l'auteur. L'ignorance n'est pas un accident du
du système scolaire, elle en est le projet. Une thèse scandaleuse, à bien des égards, une thèse qu'on n'hésiterait pas à qualifier de conspirationniste, puisqu'elle consiste à dire que la détérioration progressive du niveau scolaire en France au cours des dernières décennies répond au projet d'acculturation de masse voulu par nos classes dirigeantes. Mais une thèse qui a le mérite d'expliquer beaucoup de choses, et qui explique au moins Nabila, la pauvre. Projet d'acculturation massive, d'abêtissement généralisé, de destruction de savoir et de l'esprit critique, orchestré par les brigades de la pédagogie différenciée, menées par le lieutenant Mérieux, sous les ordres du shérif Jack Lang. Ce scénario idéologique décrypté par Jean-Claude Michéa, qui présente l'enseignement de l'ignorance comme une condition de survie du système capitaliste, puisqu'un individu ignorant est un individu gouvernable, ce scénario dont je prenais conscience à l'époque présentait à mes yeux un tort irréparable, celui d'être juste. Plaçant la loyauté au sommet de la hiérarchie des valeurs, je me devais également de l'appliquer aux idées, et accepter ainsi la déchéance de ma si précieuse identité politique pour devenir une sorte d'apatride philosophique, ce que je suis finalement resté. Ce livre représenta ainsi l'extrémité de la corde de la domination, que j'allais désormais m'employer à tirer jusqu'à en épuiser le rouleau. Une corde de la domination qui délimite elle-même les contours de sa critique autorisée, et qu'on pourrait bien comparer à cette corde qui entoure le ring, au centre duquel Besancenot et Parisot font office de roi et de reine. Dans l'enseignement de l'ignorance, Michéa met parfaitement en lumière la façon dont la destruction du savoir et de la culture tend à produire des individus amputés. Amputés d'une part d'eux-mêmes, d'une part de leur humanité, puisque l'homme, c'est d'abord cet être capable d'une pensée. Un être capable de produire un discours sur le monde qui l'entoure, pour ne pas se contenter seulement de subir le monde, mais de pouvoir le maîtriser. Par l'acquisition du langage et du raisonnement critique, dont, qu'on le veuille ou non, les mathématiques constituent le fondement, puisqu'elles engendrent la logique, l'être humain devient capable de donner un sens aux choses et au monde. Il cesse de se réduire à un simple réceptacle passif de sensations pour accéder à la condition de sujet critique et d'être pensant. Cet accès à l'autonomie intellectuelle se traduit ainsi par le passage du stade de la croyance, qui est le stade de la dépendance, au stade de la connaissance, qui est le stade de la liberté. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des philosophes de l'Antiquité, comme Socrate ou Platon, luttaient sans relâche contre leurs adversaires, les sophistes, qui étaient connus pour leur habileté à manipuler le langage et à falsifier les règles de la logique, et ainsi pouvoir régner sur les esprits. Qui détient le savoir détient le pouvoir. Or, ces facultés proprement humaines que sont la pensée rationnelle et la fonction symbolique, et qui nous permettent d'accéder au rang de sujet critique, ces facultés doivent désormais être anéanties, démantelées, décomposées, puisqu'elles sont ce qui empêche que les individus s'abandonnent à leurs pulsions et à leurs désirs de toutes sortes. Des individus qui se maîtrisent, qui se gouvernent eux-mêmes par la raison, ne peuvent plus être gouvernés par les manipulateurs du langage et du discours. Des individus qui se gouvernent cessent d'être perméables à la logique publicitaire crypto-pornographique du marché capitaliste, qui fonctionne le plus souvent sur la sollicitation des désirs sensuels. Des individus qui se gouvernent, enfin, peuvent travailler à s'affranchir de l'imaginaire individualiste, narcissique et jouisseur qui les ravale au rang de consommateurs. Si l'on comprend bien ce qui vient d'être dit,
alors on comprend du même coup que l'intérêt du marché, c'est de nous retenir au stade le plus primaire de nos fonctions, à savoir le stade pulsionnel. Un individu qui n'est pas soumis à ses pulsions, à ce que Freud appelait le principe de plaisir, n'est pas un être rentable. Le capitalisme a besoin d'être soumis, docile, servile. La servitude la plus aboutie étant évidemment la servitude agréable et que l'on ressent comme une liberté. Non pas qu'il faille bannir la jouissance de nos existences, Dieu merci, mais la jouissance ne peut pas constituer à elle seule un programme philosophique ou un principe d'organisation sociale. Au fondement de toute société, et même de toute civilisation, il y a l'idée que le désir de jouissance immédiate, qui est d'abord la marque caractéristique de l'enfant, et le capitalisme fonctionne lui-même sur ce principe d'infantilisation des individus, ce désir de jouissance, donc, doit obligatoirement être régulé et canalisé afin qu'une société soit possible. Pourquoi ? Parce qu'au cœur du concept de société, il y a les notions d'échange, de lien, de relation. Je ne suis apte à la vie en société que si j'ai intériorisé le fait qu'en face de moi existe l'autre, c'est-à-dire celui qui n'est pas moi, et que je dois par conséquent reconnaître. La reconnaissance de l'autre, c'est l'acte fondateur de la civilisation. Et cette reconnaissance entraîne que je dois fatalement en rabattre sur mon désir individuel, du moins, si je veux, réciproquement, être moi aussi reconnu par l'autre. Pour prendre un exemple simple, si je ne me retiens pas d'interrompre mon interlocuteur lorsqu'il parle, le dialogue cesse, l'échange est rompu. Et nous régressons, lui et moi, au stade de l'ego, au lieu de nous maintenir au rang d'ego, AEX. Autre exemple, si je marche dans la rue et que je croise une jeune femme que ma constitution hormonale me portera à trouver désirable, et que je suis incapable de retenir la pulsion que cela éveille en moi, surtout avec des affiches au bas d'un peu partout, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, cela risque d'entraîner quelques perturbations sur le plan anthropologique. En tout état de cause, il y a donc un contresens majeur à croire que la domination capitaliste chercherait à faire de nous de braves soldats de la rigueur morale et de la pudeur chrétienne. C'est au contraire par la déliaison de l'individu de l'ensemble des structures symboliques qui régulent sa fonction pulsionnelle que le marché peut avoir une chance de pénétrer les esprits. Mais pour cela, il lui faut l'idéologie correspondante. Une idéologie qui ne devra évidemment pas se présenter comme telle, puisque personne ne suit volontairement une idéologie qu'il sait être l'idéologie de la domination. Une idéologie qui ne portera donc pas son nom, et qui devra même, si elle veut fonctionner de manière optimale, s'efforcer d'apparaître comme une idéologie contestataire, subversive, voire révolutionnaire. Une idéologie qui aura pour fonction de nous faire confondre désir et liberté, et qui cherchera à faire passer pour une attitude rebelle et émancipatrice ce qui, dans les faits, correspondra objectivement à une soumission et à une servitude à l'ordre marchand. Bref, Laurence Parisot a besoin d'un sparring partner. En déclarant que l'école a d'abord pour fonction de reproduire les inégalités sociales présentes dans la société capitaliste, en l'accusant de n'être que l'instrument d'une domination bourgeoise et élitiste, Olivier Besancenot présentait toutes les qualités pour incarner ce rôle indispensable. En reprenant les thèses du sociologue Pierre Bourdieu, qui définissait tout enseignement comme un acte d'oppression et de violence symbolique sur l'élève, l'extrême gauche allait ainsi offrir au marché une caution libertaire et révolutionnaire
au projet libéral de destruction des savoirs. La critique de l'institution scolaire, non pas en raison de ses manquements, mais au contraire, du fait même de sa mission historique et de sa raison d'être, celle d'instruire. Une critique de l'école comme lieu de transmission d'un savoir jugé archaïque et inutile, qui accompagne parfaitement le projet d'acculturation de masse voulu par le capitalisme. Preuve, s'il en est, que l'extrême gauche défend infiniment mieux les intérêts capitalistes que toutes les droites patronales et bourgeoises. Sous prétexte d'un idéal égalitaire parfaitement légitime du reste, lorsqu'il concerne le champ des droits et non pas celui des savoirs, il n'y a pas d'égalité possible dans l'ignorance. On s'est ainsi trouvé dans la situation de penser que la relation hiérarchique entre le professeur et l'élève ne pouvait relever, en tout état de cause, que d'une intolérable stigmatisation de l'élève, comme si, finalement, la fonction de l'école était d'enseigner la jeunesse aux jeunes. Un logiciel idéologique qui tend à convertir tout rapport fondé sur la différence en relation d'inégalité, alors même que c'est par la différence et l'altérité que l'on peut espérer trouver la partie manquante de nous-mêmes, celle dont nous naissons, pour ainsi dire, amputés. L'exemple de la théorie du genre brûle évidemment toutes les lèvres, puisqu'il révèle à la perfection cette confusion fatale de l'extrême gauche entre l'idéal moral et philosophique d'égalité, auquel tout démocrate authentique ne peut d'ailleurs que souscrire, et le projet idéologique d'indifférenciation identitaire et d'homogénéisation culturelle. Avec, là encore, cette même idée que la rupture à l'égard des normes sexuelles établies sur la stricte anatomie constituerait l'essence même de la liberté et de l'émancipation. Je lisais récemment un entretien paru sur le site du NPA, dans lequel s'exprimait le candidat tête de liste en Île-de-France aux dernières élections européennes, entretien dans lequel il dénonçait ce qu'il appelait les positions naturalisantes, c'est-à-dire celles qui estiment, sans doute naïvement, que nous naissons hommes ou femmes, et qui permet de comprendre que c'est précisément sur l'existence de cette différence fondatrice, de cette altérité radicale, que s'établit l'humanité. Une différence originaire, une différence structurante, une différence qui, au passage, est généralement reconnue et admise par l'extrême gauche lorsqu'il s'agit de défendre le principe de la parité, tout en proclamant par ailleurs que l'identité sexuelle est dénuée de tout fondement et de toute signification. Il faudra qu'on m'explique quel sens il y a à défendre la parité, c'est-à-dire la représentation égale des sexes, si on postule dans le même temps que la différence sexuelle n'existe pas. J'invite tous ceux qui auront réussi à résoudre ce casse-tête dialectique à venir me donner la solution à la fin de cette conférence. Ainsi, quand le marché cherche à faire de nous des individus consommateurs unisexes et uniformisés, le NPA préconise comme arme de résistance au capitalisme la suppression de la mention du sexe sur l'état civil. Je n'invente rien, c'est dans l'entretien. Je tiens toutes les références à votre disposition. Et il va de soi que ma critique n'a absolument rien à voir avec le fait que cet entretien d'un candidat révolutionnaire ait été réalisé par le magazine Têtu. C'est purement anecdotique. S'il est ainsi vrai, comme le dit ce titre du film de Jean-Jacques Zilberman, que l'homme est une femme comme les autres, à moins que ce ne soit l'inverse, on peut du même coup percevoir avec une acuité nouvelle le processus par lequel les femmes ont été invitées, à partir des années 70, à rejoindre massivement les hommes dans la grande arène de l'exploitation salariale que leurs attributions maternelles maintenaient la plupart du temps au foyer. Une aliénation en cachant souvent une autre, c'est évidemment avec le secours de ces mêmes notions fétiches d'égalité et d'émancipation
qu'on allait pouvoir faire passer l'impératif de production et le développement de la croissance économique, avec évidemment le maintien des inégalités de classe, pour une quête métaphysique vers l'indépendance et la liberté. Aliénation suprême, selon la grille de lecture même du NPA, qui admet parfaitement l'existence d'une exploitation capitaliste du salariat, mais qui, sur l'échelle de l'aliénation, place la maternité à un rang supérieur. Ainsi disqualifiée par le culte de la femme économique, qui, selon la terminologie moderne, s'assume et choisit, alors même que le travail, du moins celui dont on parle, le travail salarié, relève d'abord, et de plus en plus, de l'obligation et de la contrainte. Préférer être mère que salariée, en oubliant d'ailleurs que de nombreuses femmes sont les deux à la fois, voilà qui serait le signe d'une complicité d'aliénation de la part d'une personne incontestablement soumise, la soumission désignant ici le fait de privilégier l'éducation, la transmission et le don à la jouissance, la pulsion et l'ego. À en croire nos chers camarades révolutionnaires, pour qui vivre, c'est d'abord jouir, devenir parent reviendrait presque à renoncer à l'existence, renoncer à être, en finir, pour ainsi dire, avec une vie qui n'a de sens que par le plaisir des sens. Alors que devenir parent, c'est avant tout devenir adulte, puisqu'alors on cesse de n'exister que pour soi, on déplace le curseur de la valeur de soi-même à l'autre, on sort, pour ainsi dire, de la prison de notre ego. Ce qui veut dire une fois encore que, pour préparer le terrain idéologique du marché, il n'y a pas meilleur laboureur que l'extrême gauche libertaire. Une lutte au demeurant parfaitement louable dans ses intentions, en faveur de l'égalité des droits entre hommes et femmes, déviée en rivalité de sexe et de genre, et en nouvelle lutte des classes intraconjugales. Une poursuite pathétique de l'indistinction sexuelle et de l'uniformisation physique et psychique, célébrée hier par la figure de l'androgyne, aujourd'hui par celle de la femme à barbe, de Conchita Wurst, demain peut-être par Éric Zemmour révélant qu'en fait son vrai prénom c'est Erika. Tout est possible. En laissant au discours libertaire le soin de démonter lui-même les acquis sociaux dus au statut historique de la famille, en l'encourageant à croire qu'être une femme libre, c'était pouvoir imiter les hommes dans ce qu'ils avaient de plus bas, le capitalisme confirmait que la soumission à son règne est d'autant plus assurée qu'elle est vécue subjectivement comme une liberté. Et s'il y a encore des sceptiques parmi vous, je les renvoie au petit livre d'Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud et véritable fondateur de la propagande moderne, qui explique notamment, c'était une sorte de responsable de communication auprès de grandes firmes, il a notamment travaillé pour Lucky Strike, cette grande marque de cigarettes américaine, et il explique clairement comment, pour étendre le marché de la vente des cigarettes, puisqu'à l'époque c'était essentiellement les hommes qui fumaient, il a eu l'idée de financer des groupes d'activistes pour le droit des femmes en leur demandant de défiler dans les rues en fumant et en brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Torche de la liberté ». La cigarette définie comme outil d'émancipation féminine, symbole de l'appropriation par les femmes du phallus masculin. Il y a toujours une belle tapisserie philosophique derrière chaque avancée du capitalisme. Où en sommes-nous du combat Besancenot-Parisot ? Besancenot semble mal en point. Il encaisse les coups et en redemande. Chacune de ces offensives est immédiatement anticipée par Parisot, qui les esquive une à une et remise instantanément. Elle a toujours un coup d'avance et semble maîtriser entièrement la situation. On dirait presque que c'est son équipe qui téléguide le combat.
Si le capitalisme n'obtiendra sa réalisation ultime que lorsqu'il aura atteint une envergure planétaire, une idée que ne semble pas exclure Jacques Attali, avec sa belle idée de gouvernement mondial, empruntée au philosophe Emmanuel Kant, on comprend par là même en quoi l'idéal d'un monde intégralement uniformisé, que cela soit sur le plan des mœurs, des croyances ou des identités, participe de ce vaste projet de domination. Un idéal d'homogénéisation culturelle, partout célébré par la gauche et l'extrême gauche, sous le concept magique de métissage. On métisse les couleurs, on métisse les styles musicaux, on métisse le lait, la farine et les œufs, puis on fait des crêpes. Et il suffit pour s'en convaincre d'entendre la moindre chanson de la personnalité publique préférée des Français, selon le journal du dimanche, Yannick Noah. Le journal du dimanche, ils ne doivent pas travailler ce jour-là. Et sa célèbre chanson Métis. En 1992, le traité de Maastricht entérinait la libéralisation du marché des échanges européens par l'ouverture des frontières aux capitaux et aux marchandises. Il va de soi qu'une telle ouverture demeure incomplète si elle ne s'accompagne pas d'une liberté des individus d'aller et venir sur la surface de la planète, la main-d'œuvre représentant un enjeu particulièrement saillant dans la course au profit et à la compétitivité. Les plus jeunes d'entre nous n'ont pas pu l'entendre à l'époque, mais dans les années 60, Francis Bouygues, fondateur d'un empire multinational qui porte son nom, déclarait à la télévision tout le bien qu'il pensait de l'immigration africaine et nord-africaine, dont le gouvernement de droite du président Giscard d'Estaing allait faciliter les modalités par la promulgation de la loi sur le regroupement familial. Francis Bouygues, pour qui les étrangers ont beaucoup de qualités, notamment celle qui lui tient le plus à cœur, à savoir, selon ses propres termes, que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Une phrase qui éclaire évidemment d'un jour nouveau le célèbre slogan antiraciste « L'immigration est une richesse ». Et pour ceux qui croiraient que cet élan subi d'humanisme patronal n'ait été qu'un cas unique et isolé, vous pourrez vous reporter à la vidéo, disponible sur Internet, d'une réunion annuelle du MEDEF, au cours de laquelle notre grande combattante Laurence Parisot intimait à ses congénères cette recommandation « Soyez français, mais cosmopolites ». Une déclaration qu'on croirait presque extraite d'un tract du NPA, qui, dans l'un de ses fameux textes, milite pour la liberté intégrale de circulation des individus et l'abolition des frontières. Cette même frontière qui matérialise le commencement de l'altérité, dont j'ai suffisamment parlé tout à l'heure, une frontière qui me rappelle que l'autre existe, un autre que je dois reconnaître comme autre pour pouvoir le respecter. Dans l'un de ses livres, Michéa rappelle cette citation de Josiah Royce qui dit « Seul celui qui a des coutumes peut comprendre et donc respecter les coutumes d'un autre. » Tel semble bien être, hélas, le grand oubli de nos sociétés libérales. Le combat est à présent terminé et le résultat est univoque. Parisot vainqueur par chaos. Le combat est terminé, mais pour la plupart d'entre nous, qui ne souhaitent pas en rester là, il ne fait que commencer. S'il y a une seule chose que je souhaiterais que vous reteniez de cette conférence, je serais ravi qu'il y en ait plusieurs, mais s'il ne devait y en avoir qu'une seule, c'est qu'aucun d'entre nous n'est vacciné contre l'aliénation. En d'autres termes, et pour finir sur un propos plus simple, nous tombons tous dans des pièges. Les pièges font partie du jeu, le jeu de la domination. Mais tous ces pièges tendent vers un objectif final, ultime, principal, la division. La division de la société en individus isolés, la division entre communautés, entre sexes, entre croyances. Et c'est à la seule condition que nous refusions ce piège final qui nous est tendu
par la fameuse main invisible du marché,